Ce que je ressens, c'est une période de grands changements, de grands bouleversements, en apparence avec de grands défis, hein, des choses terribles au niveau collectif, et en même temps peut-être l'occasion de transmuter justement, de revisiter les ombres de l'humanité pour les transmuter et faire un pas de géant après ça. Voilà. J'essaie de rester positif et c'est peut-être ce sens-là dans ce qui se passe actuellement. Donc on revisite l'ombre, c'est clair en ce moment de l'humanité, mais peut-être que voilà, une belle occasion de la transmuter. Si j'arrivais sur cette planète sans la connaître, comme ça, mais ça dépend où je me pose. Si je me pose chez des peuples premiers en Amazonie ou chez des peuples qui vivent dans la vallée de l'Everest, par exemple, en harmonie avec la nature, je me dirais tout va bien. Par contre, voilà, faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur eux là en ce moment. Et on tombe, effectivement, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, mais tout en j'arriverai avec une énorme indulgence vis-à-vis des êtres humains en apprentissage. Et là, manifestement, un apprentissage un peu d'autodestruction, de goûter à un moment d'excès. Les humains sont excessifs dans surtout le fait de ne plus être connectés à la nature et de plus, du coup, respecter le vivant, ou plus trop. Donc, je pense que c'est là, chez les êtres humains, il y a juste à le reconnecter. Et c'est peut-être aussi le but de cet excès, pour se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut plus aller plus loin que ça, abuser finalement de la terre, de soi et du vivant. Maintenant, c'est le temps où on rebascule vers le respect du vivant. Ouais, c'est super facile. Quand tu nais dans les vallées mosellanes, alors c'était une vallée sidérurgique, donc il y avait quand même toute l'industrie, mais autour, j'étais tout le temps fourré en forêt, les magnifiques hêtraies des plateaux lorrains, des collines lorraines. Donc c'était mes endroits de refuge. J'avais ma caverne aux fossiles, c'est des endroits où il y a plein, la terre est jaune et pleine de fossiles, et où il y a plein de hêtres majestueux. Et c'était mes amis, j'y allais avec ma petite chienne Tekel, et c'était mon refuge. Voilà, les arbres déjà, mon refuge, ma protection dans mes mélancolies d'enfance. J'étais un garçon joyeux, mais aussi très mélancolique. Donc déjà, ils avaient un effet hyper positif sur moi, et je me sentais bien avec eux. Donc naturellement, plus les vacances dans les Vosges, un peu plus loin, et naturellement, j'admirais le garde forestier qui était là, pas très loin de la maison des vacances, avec mes grands-parents. Les balades avec mon grand-père aussi, dans les grandes forêts des Vosges. Ça a été extraordinaire. Donc tout ça a fait que j'ai eu envie de devenir forestier. Une des choses rares aussi qui me rapprochait de mon père, on était très différents, et les grands moments qu'on avait, c'était d'aller aux champignons. C'est un des seuls liens qu'on avait à ce moment-là. Donc c'était aussi une manière de me rapprocher de ce référent qui était mon père, et de me faire aimer par lui, à l'époque. Et puis voilà, ça a continué. Ce métier de forestier, que j'ai exercé avec beaucoup de passion au Canada déjà, en Afrique, la recherche forestière, au Canada la protection des bébés caribous dans le parc de la Gaspésie, des études, voilà, quel était le prédateur des bébés caribous, donc ça c'est forestier mais voilà, les animaux en forêt, et puis aussi la protection contre les feux de forêt dans l'Aude, le sud de la France. Donc ça c'était mon métier de forestier, et puis un jour j'ai découvert que j'avais une voie, et donc j'ai complètement viré de bord. Je ne savais même pas que ça existait le Burundi. C'était juste, à l'époque, la motivation, pour être très très concret, c'était je ne veux pas faire mon service militaire. Ou alors je veux le faire, je veux bien faire mon service à la nation, ça ok, mais avec mon métier, en exerçant mon métier de forestier, où que ce soit dans le monde. Donc j'ai ouvert tout ça au maximum. Je veux découvrir le monde entier, donc j'irai là où ça se présente. Ça devait partir à Bangui, en Centrafrique, ça a été annulé au dernier moment, et puis il y a eu une deuxième chance, et ça a été Bujumbura, et la recherche forestière au Burundi. C'est comme ça que j'ai atterri au Burundi. Le premier mois, je me suis dit, mais comment je vais tenir ici? C'était tellement un choc culturel, climatique. J'avais des araignées dans mon lit le matin, c'était voilà, des serpents des maisons. C'était vraiment, waouh! Un mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et comment je vais faire pour ne pas rentrer chez moi pendant 16 mois? Et puis, après un mois, je ne voulais plus rentrer. Tellement, c'était intense, le vivant, je me sentais vivant dans les forêts du Burundi et en plantant en plus des eucalyptus et des pins d'Amérique centrale pour les besoins tellement énormes des gens au Burundi. C'était vraiment une espèce de rituel incroyable pour grandir. C'est passé par cette histoire du service national. Ce qui m'est apparu flagrant, qui était très différent de l'Occident, c'est ce rapport à la mort, qui est beaucoup plus présente, espérance de vie 50 ans à l'époque, hein. Et du coup, une envie de vivre beaucoup plus intense dans l'instant présent. Donc ça, c'est ce qui m'a frappé tout de suite aussi. Voilà. Le vivant à fond. Parce qu'on ne sait pas, la mort peut être là
La mort est beaucoup plus présente, je l'ai vu, je l'ai croisé dans un pays comme ça. Donc voilà, c'est ça qui pour moi, l'urgence de vivre, quelque part. Déjà, quand tu arrives là-bas, tu es un occidental, tu es le roi du monde, d'une certaine manière. À cette époque-là, en tout cas, j'avais carte blanche, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais accès à la chorale là-bas, et puis tout de suite, on m'a offert des responsabilités autres que forestières. Je suis devenu prof de musique au collège du lycée français de Bujumbura, un collège officiel, avec un BTS forêt, parce que je bidouillais au piano, voilà, et que ça s'est vu dans un bar un soir. Donc ça arrive jamais en France. Donc je deviens prof de musique en 6e et 5e. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais comme je ne sais pas faire le programme, on va créer un truc ensemble avec les gamins. Et on va créer les textes, la musique, mais complètement insouciant. Je ne savais pas si ça allait marcher. Et on a pu avoir accès à la salle de l'Institut français. Et vraiment, toutes les portes se sont ouvertes. Ouais, vas-y, essaye, voilà, tac, tac, tac. Et on a abouti à un spectacle à la fin. Les parents s'y sont mis, les costumes, une chorégraphe, etc. Et ça a donné un spectacle. Donc une espèce de créativité artistique avec une carte blanche absolue. Jamais ça n'est arrivé pour moi en France depuis ou ailleurs. Et aussi la découverte de ma voix par ce biais-là aussi. Je me retrouvais à la chorale de Bujumbura. Je chantais, je gazouillais Maxime Le Forestier à ma guitare. Mais j'aimais l'opéra, mais je ne pouvais pas imaginer que je pourrais devenir un professionnel d'opéra. Et le chef de chœur de l'époque, qui était un Français de l'UNICEF, me dit, tu as une voix de ténor, et tu fais ce que tu veux avec ça. Mais c'était aussi une liberté, c'était aussi se découvrir en profondeur. Ma voix était un peu coincée à l'époque, j'étais un peu coincé à l'époque, même beaucoup. Et en même temps, c'était l'opportunité d'aller ouvrir un peu, par le biais de la voix. Je me rencontre et il y a des perspectives d'ouverture d'horizon, surtout à l'intérieur de moi. Et puis j'aimais l'opéra. J'étais un adolescent qui écoutait autant Scorpion que Wagner. C'était un peu la même chose, c'est un peu du hard classique ou hard rock. Et donc j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, je vais explorer ça, c'est top. Ouais. Et je rentre en France, après vraiment 2 ans en Afrique, pleine, merveilleuse, un merveilleux moment. Et puis je commence à rentrer au conservatoire, alors que j'étais en poste forestier à Carcassonne. Et puis ça se confirme que j'ai une voix de ténor. Et puis voilà, je prends goût à me sentir juste vibrer et sentir que ma voix monte de plus en plus facilement dans l'aigu, une vraie voix de ténor, quoi. Arrive le moment où je décide, allez, j'arrête le métier de forestier et je repars étudiant au conservatoire quelque part. Là, mon père, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu es parti en Afrique, tu aurais pu faire ton service tranquille, on se serait vu tous les week-ends. Et là, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas aller chanter. Ça a été terrible là, au niveau familial, mais j'ai pas réfléchi, c'était vital pour moi d'aller explorer cette part de moi. Au début, je voulais être professionnel dans un chœur d'opéra. Ça arrive très vite. En 3 ans, je rentre dans les chœurs d'opéra de Monte-Carlo. Tac. Déjà, c'est énorme. J'aurais pu rester là jusqu'à ma retraite, à 30 ans. Et puis, je fais quand même des concours internationaux. Je vais à Vienne, je vais à Graz, principalement en Autriche. Et puis là, oui, j'ai des agents qui viennent vers moi, des agents artistiques, c'est comme ça que ça se passe, qui me donnent leur carte. Et voilà, j'ai 2 agents artistiques, un à Graz et un à Vienne. Et je commence à avoir des contrats. D'abord des petits rôles. Je gagne des concours, etc. Des petits rôles en Belgique, en Autriche. Et puis arrivent les premiers rôles. Werther à Innsbruck, Falstaff à Graz, dans des beaux théâtres. Graz, c'est le 2e théâtre d'Autriche après le Staatsoper de Vienne. Voilà, puis je me monte un peu le citron aussi. À l'époque, je commence à me croire un grand ténor, quoi, tu vois. Donc, et ça grandit, je suis pris dans le tourbillon de la carrière de ténor. Je ne vais plus assez voir les arbres. Je me coupe un peu du monde vivant. Et je dois amener le vivant sur scène dans un monde complètement artificiel. Les lumières, il n'y a pas d'air, c'est noir, on est coupé de la terre. Donc, je sens que je m'épuise. 1, 2, 3, 4, 5 ans. Je chante un soir à Pékin, je reviens 2 jours après, je chante à Karlsruhe. On me demande de chanter ensuite en Égypte et puis après à Québec. Je suis tout le temps dans les avions. Je ne sais pas dire non à mes agents à l'époque. Et arrive le moment où je sens que c'est un surmenage. Je suis en troupe à l'Opéra de Bâle, en Suisse. Et je cachetonne ailleurs. Et voilà, ça devient un truc monumental. La mort de mes 2 parents aussi, à ce moment-là, en peu de temps, en 3 ans. Paf, je perds ma voix, ça explose en vol. Au moment où je dois chanter à l'Opéra de Lyon et au Staatsoper de Vienne. C'était la phase où je rentrais dans les grands théâtres. Et là, ça explose en vol. Alors maintenant, ça me fait sourire parce que je vois la grâce qui s'est cachée derrière ça. Et le retour au vivant, il y a quelque chose de plus profond en moi qui a été généré. Mais à l'époque, ça sautait pas aux yeux, je voulais mourir. Tellement identifié au ténor, je mourais avec lui quelque part.
C'est une période où je lâche pas prise avec ça. Très vite, je retrouve ma voie, mais je me rends compte que je suis cassé après la mort de mes parents, et puis ce que ça cache, ce que je dois rencontrer en moi en termes de loyauté familiale, etc. Et donc je ne suis pas bien, mais j'essaie de revenir sur scène. Ma voix est revenue en 1 mois et demi de... C'était juste un petit œdème, donc ça se répare assez vite. Donc j'essaie d'honorer un contrat, par exemple en 2004. Je perds ma voix en 2003, et en 2004, j'essaie de revenir sur scène. Et je tombe sur scène dans les pommes, au bout de quelques mesures. Je ne suis pas bien, ça ne va pas. Je réessaye, ça rame. Et petit à petit, je vis sur le pôle emploi de mon salariat de l'Opéra de Bâle, donc tac, et puis ça s'épuise. Arrivé la fin de cette période, c'est les minima sociaux. Je déménage 2 fois, d'une grande maison, j'étais un ténor international, j'avais une grande maison, une belle bagnole. Pof, j'ai un petit appartement, et puis arrive le tout petit appartement avec 500 € par mois, en 2 ans, cet apprentissage-là. Et c'était à 2 doigts de se terminer à la rue. Et là, c'était, mais Vincent, là, il faut... Et avec des psys en parallèle, etc. Je me fais aider, en tout cas. Mais ça ne suffit pas. Et il me vient, mais si tu continues comme ça, tu vas mourir dans la rue. Et c'est pas possible. Et je me dis, mais c'était quoi tes rêves de gosse? Reconnecte-toi à ce que tu aimais profondément quand tu étais petit. Et là, j'ai vraiment entendu le petit Vincent qui m'a soufflé. Souviens-toi, loup, forêt, amérindien, Canada. Il me remonte ça. Et je tape ça sur Google. Loup, forêt, amérindien, Québec, Canada. Et premier site qui apparaît, venez vous ressourcer au site culturel amérindien de Solon-Toine. J'appelle tout de suite le chef indien qui s'est acheté un territoire comme ça où il accueille des personnes un peu paumées comme moi. Et je réserve, avec le peu d'argent qui me reste, je réserve le premier vol, 1 mois plus tard pour le Québec, pour 1 semaine ou 10 jours maximum. Voilà, je réserve ce temps-là. Je pensais rester 10 jours, j'avais à ce moment-là un agent artistique à New York qui m'attendait. Et je pensais du coup après 10 jours auditionner à New York. Mais non, je suis resté 4 mois avec ce chef indien, dans le bois, en forêt, à réapprendre le vivant, mais le vivant en moi, par la fréquentation du vivant à l'extérieur de moi. Une chienne louve extraordinaire, c'est pour ça que c'était drôle de rencontrer un chien loup là aujourd'hui, très ressemblant avec Nanook. Et puis la rencontre avec les arbres et la terre et les mousses et le vivant, mais intensément. Revenir dans le jus de vie de l'instant présent. Voilà ce qui m'a été offert à ce moment-là et qui était vraiment inattendu. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout, parce que j'avais des choses à rencontrer à l'intérieur de moi qui s'étaient manifestées au point de me faire chuter. Donc c'était une vraie rencontre et ce chef indien, surtout un chef indien, le chef Régent Gariwa Siwi, qui était le propriétaire, en tout cas le chef de ce lieu sacré, absolument extraordinaire, qui m'a accueilli de bout en bout. Mais il ne m'a pas donné le confort. Quand j'essayais de voir à travers lui une sorte de père de substitution, il ne me renvoyait pas du tout à ce rôle, il me renvoyait au fait qu'il ne remplirait pas ce rôle-là, qu'il m'accompagnerait, mais qui ne serait pas un père pour moi. Et j'ai eu plein de fois la tendance à chercher un père chez lui. Donc là, on s'est frictionné même. Il m'a renvoyé des choses qui étaient justes, qui étaient exactement ce dont j'avais besoin, pour que je grandisse d'une certaine manière. Par contre, il y a eu des moments de grande amitié, de grande tendresse, de grands échanges. Et puis les moments où on était en forêt dans le silence, ensemble. Et au début sur la neige, je suis arrivé, il faisait moins 15 degrés, c'était en février. Et il m'a fait... J'ai posé le pied sur son site amérindien, à 3 quarts d'heure au nord de la ville de Québec. C'est pas non plus le Grand Nord, c'est accessible. Mais déjà, j'arrive là, et malgré le fait que ce soit l'hiver, il y a les odeurs des épinettes et des sapins baumiers du Québec, mais qui m'ont... C'était à s'enivrer, tellement c'était fort, beaucoup plus fort que même les sapins chez nous, dans les Vosges ou dans d'autres montagnes, en été. Donc j'étais saisi de ça, et aussi du chant de ces chiens loups. Il y avait une meute de chiens husky et malamutes, et moi c'était mon rêve de gosse, c'était le loup, quelque part. Et ils hurlaient comme des loups dans le lointain, je ne les voyais pas encore, il y avait l'odeur et les loups au lointain qui hurlaient. Puis certaines nuits, les vrais loups que j'entendais, parce que c'était tout près du parc de la rivière Jacques-Cartier. Ça m'est arrivé les nuits d'entendre les vrais loups chanter. Et je rentrais dans mon rêve de gosse, là, quelque part. Et tout de suite, je me suis senti vivant. Puis il me dit, Vincent, t'es pas vivant, t'es pas dans l'instant présent, t'es que dans ta tête. Les regrets de ton passé, de ta vie de ténor perdue,
et les projets de redevenir un ténor international, etc. Tu parles que de ça, tu n'es pas juste ici à être avec tes 5 sens et à être vivant dans l'instant. Donc tu vas boire des breuvages de thé de Labrador, d'écorce, de choses de la forêt, de plantes de la forêt. Et tu vas aller tous les jours te promener avec Nanook dans le bois, au minimum 3 heures. Ça va être ta thérapie, ta médecine. Voilà ce qui s'est passé. Et petit à petit, il y a eu des rituels aussi de huttes de sudation. Il y avait aussi des petites plumes, Hélène, qui est amérindienne, en tout cas par un de ses parents, qui m'a fait vivre des huttes de sudation, Régent aussi. Donc c'est ces moments où ben voilà, c'est comme un sauna, mais très ritualisé, avec un feu sacré, de plus en plus chaud, où on dépose ce qu'on peut déposer au moment où on est là. Et j'ai souvenir d'une hutte de sudation où on s'est à peine présenté, mais il y avait un prisonnier, quelqu'un qui venait juste de sortir de prison, il y avait un ministre québécois, puis il y avait un ténor paumé, enfin un ténor forestier, ce qu'on veut. On était nus comme ça dans la hutte, tous à égalité. Il n'y avait plus d'hiérarchie sociale, tous avec un besoin de déposer quelque chose dans ces moments-là. C'est ça progressivement, et ça s'est terminé. Il y a eu quelques étapes, les étapes où je me fais très mal au dos, une douleur à aller à l'hôpital, je finis à l'hôpital de Québec. Il y a plusieurs fois où je suis sorti du centre. J'ai dû goûter à une douleur énorme dans le dos. Je suis parti sur un brancard, tellement je ne pouvais plus me lever parce que je tombais dans les pommes. Mais j'ai compris à quoi ça correspondait aussi à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui s'évacuait. Je reviens comme je peux. À un moment donné, je m'enfuis du site parce que je trouve ça plus confortable, j'en peux plus. C'est quand même très avec la terre, avec les intempéries, etc. Et j'en peux plus, j'ai besoin de confort. Et Régent ne m'envoie pas que du confort. Donc je m'en vais, je vais voir un copain québécois. Et puis Régent me dit, tu reviens quand tu veux. Ton initiation n'est pas terminée, petit frère. Et je reviens. Et c'est là que se vit la quête de vision. Et la quête de vision, c'est un des moments les plus forts de mon existence. C'est quoi? C'est 4 jours de jeûne total. Ni manger, ni boire. Où tu vas te construire une petite hutte dans la forêt, au milieu de la forêt, et où tu vas dormir là. Rien faire pendant 4 jours, ni boire, ni manger, et juste être là. Et tu penses bien qu'il y a des peurs qui sont montées là. Je me suis dit, mais je ne vais jamais tenir. Ok, manger, déjà de manger, mais boire, ne pas boire. Et donc, je rencontre mes peurs, mais à fond les manettes. Premier jour, alors, la veille même, je me gave, t'imagines pas, j'avais la panse, j'ai l'impression d'être enceinte, tellement j'avais mangé. Et je monte, et rempli comme ça, gavé. Et puis, c'était au mois de juin, du coup, 4 mois plus tard. Et l'enjeu dans les forêts québécoises, je ne sais pas si tu connais, c'est la guerre des étoiles avec les moustiques. Donc l'enjeu, c'est de faire un feu qui doit être alimenté tout le temps et que tu ailles tout le temps dans la fumée. Parce que c'est ça qui fait que ça empêche les moustiques de venir. Donc ta tâche pendant 4 jours, ça va être ça. De te faire un stock de bois suffisant et qui soit même presque un peu humide pour que ça fume, et que tu sentes le jambon fumé, quoi, en gros. Et donc c'est ça. Et le premier jour, j'arrivais, j'avais fait mon stock. Dès que je soufflais sur le feu pour l'attiser, j'avais la tête qui tournait. C'était mes peurs, c'était ça, la phase des peurs. Donc tant bien que mal, alors évidemment je me fais piquer quand même, c'est épouvantable. C'est vraiment les mouches, là, les maringouins et les frappes à bord, c'est terrible au Québec. Donc quand même, voilà, je me fais piquer et puis je survis à ça. Arrive la première nuit. Le matelas, c'est de la mousse, c'est le sapinage, c'est des branches de sapin. Donc tu te réveilles, tu as la trace, on voit la branche sur ton visage. Mais par contre, tu dors sur des effluves, celles que j'ai décrites tout à l'heure là. C'est juste une merveille absolue. Et premier jour passe. Deuxième jour, il y a encore un peu des peurs, mais tu sens que ça commence à diminuer. Tu as un peu faim, un peu soif, mais je me rendais compte que ce n'était pas si terrible que ça. Et du coup, ça participe à ce que les peurs diminuent. Ça diminue, ça diminue. Et puis, je me régale à voir mon voisin. J'avais choisi un endroit où il y avait un énorme sapin, et il y avait un écureuil qui vivait tout près, et qui se rapprochait de plus en plus de moi. Et voilà, et puis des papillons qui commencent à passer, mais qui ne se posent encore pas. Arrive la deuxième nuit, ça commence à s'apaiser vraiment. Et le troisième jour, plus de peur du tout. Je découvre que derrière le petit manque
et la petite faiblesse qui apparaît par le manque de nourriture et de boisson, qu'il y a un espace immense et une force immense derrière ça, au fond de moi en fait. Le début de ce que j'appelle maintenant l'espace de l'être en fait. Et que voilà, ça commence à se rencontrer, des ressources énormes. Et puis, se sentir vraiment dans l'instant, mais pas dans la théorie, je commence à me sentir dans mes fibres, dans chaque geste, je sens, mais comme toutes les pulsations jusqu'à la moelle des os, ça commence à apparaître ça. Donc chaque mouvement, wow, mais c'est juste une jouissance, je me sens vivant, quoi. Pourtant je ne m'étais pas shooté, hein, c'était vraiment un truc, juste la quête de vision. Il n'y avait rien d'autre que ça. Puis j'avais pris plein de bouquins pensant m'ennuyer, et j'en ai pas ouvert un seul. C'était juste à un moment donné, j'entends les oiseaux, et ça prend 2 heures à ce que j'écoute juste les oiseaux. Mais j'ai l'impression que ça dure 5 minutes. Cette notion d'instant présent qui commence à grandir en soi. Et où tu te rends compte qu'on a tout en soi et qu'on n'a besoin de rien à l'extérieur. Croire qu'on va être heureux parce qu'on aura un copain, une copine, parce qu'on aura l'amour extérieur, parce qu'on aura une belle voiture, une maison, qu'on aura de l'argent, etc. Tout ça, la joie d'être pure qui commence à apparaître et qui fait que j'ai besoin de rien. Et juste parce que je me sens pulser de toutes mes cellules, je sens mon cœur qui bat, je sens ma respiration en même temps que tout ce qui se vit à l'extérieur. Et ça, c'est une découverte, c'est comme découvrir, aller dans l'espace pour moi. Mais l'espace qui est à l'intérieur, quoi. Et aller vers une forme de liberté, parce que du coup, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit à l'extérieur, à des moments comme ça. Arrive la dernière nuit, cet état de je me couche, alors je suis un peu piqué de partout, j'ai des bosses de piqûres, mais je m'en fous. Régent vient me voir quand même régulièrement pour voir si tout va bien. J'étais affaibli physiquement par l'hôpital, etc. Donc il vient me voir, il est très très présent. Et arrive la dernière nuit, et je suis bien, je suis un peu fatigué, mais je suis bien. Et c'est cette nuit-là que je rêve, la quête de vision. Je rêve d'un loup qui vient uriner sur les abords de ma zone de pouvoir. Hein. Ce que je n'avais pas dit, c'est que je m'étais fait une zone de pouvoir qu'on délimite, où rien ne peut nous arriver, on est protégé par des petits ballotins qu'on remplit de tabac, de toutes les couleurs. Voilà. Et on se délimite comme ça la zone au début. Et donc dans cette zone de pouvoir apparaît un loup et il urine dans cette zone de pouvoir, dans une demi-conscience de sommeil. Donc je savais que ce serait mon animal et que ce serait mon nom amérindien à la fin de ce processus. Donc Régent arrive le dernier jour, je suis vraiment dans un état je ne sais pas si on peut appeler ça, de conscience, d'éveil, de présence. Juste vraiment dans une paix intérieure, dans un espace, une joie d'être. Et tout est très puissant, le vivant, partout, dehors et devant. Et Régent vient me chercher et je descends et il me dit tu vas avoir droit maintenant à un festin. On va festoyer, célébrer voilà, ton passage. La petite chenille qui vient manger les feuilles des arbres. Et c'était de l'orignal, chassé la veille, une femelle orignale. Donc on l'a remercié beaucoup pour ce qu'elle offrait. C'est des chasseurs, des cueilleurs, hein, mais ils chassent peu, ils le font en conscience. Jamais ils vont chasser pour vendre. En tout cas, Régent, c'est comme ça. Donc j'ai eu ce festin, des myrtilles, des bleuets, ils appellent ça là-bas, que du vivant de la forêt en fait, des êtres vivants. Et j'ai mis 3 heures à manger. Tellement j'avais juste envie de goûter chaque bouchée, et à mâcher, la pleine conscience, manger, boire. Même, je pensais que je me précipiterais sur l'eau au bout de 4 jours. J'avais juste envie de goûter. Et ça a duré 3 heures. Et Régent restait avec moi. Il a accompagné, on discutait, des fois dans le silence. Et puis le lendemain, il m'a dit, voilà, on va te faire la cérémonie de ton nom amérindien. C'est le loup qui est apparu, tu seras Anariskwa. Et j'en suis très ému en te le disant, c'est un des plus grands cadeaux qui m'a été fait, ça. Anariskwa, il a aujourd'hui 16 ans. C'était en 2006. Il aura bientôt 16 ans. Et je sens qu'en même temps que le Vincent, qui a maintenant 50 et 54, il y a Anariskwa qui grandit et qui est aussi là et qui a 16 ans. Je sens des énergies depuis, nouvelles, qui sont liées à cet espace de l'être,
et qui s'appelle maintenant Anarisquois. Oui, tu l'as dit, c'est une main tendue, et sans oublier non plus ce qu'on leur a fait, en tout cas nos ancêtres. Il y a aussi quelque chose de l'ordre qui n'est pas totalement apaisé, et ça peut se comprendre, parce que vraiment, j'ai pris conscience aussi de ce qui leur a été infligé, ce que l'Occident leur a infligé, sous couvert de civilisation. Je sens qu'il y a encore une colère qui peut être là, qui apparaissait quelquefois chez le chef indien qui m'a accompagné. Et en même temps, tellement la transmission, comme si il avait envie maintenant de transmuter tout ça en inculquant des valeurs, en partageant les valeurs du respect du vivant chez ceux d'Occident qui viennent chez lui. Et j'en ai fait partie. Je sens qu'il m'a vraiment transmis quelque chose de cet ordre-là, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, en décembre encore, là, il y a 4 mois. C'était le moment où il m'a bien fait comprendre que ce qui m'a été offert et qui est énorme, cette reconnexion avec ce qu'on a chacun, même en Occident, qui est là aussi, hein, c'est juste restimuler ce qu'on a en nous. C'est pas donner quelque chose, hein, c'est restimuler ça. Et que maintenant c'est le temps pour moi de vraiment le transmettre, cette notion de respect du vivant. Mais là où je suis, c'est plus le temps d'aller au Canada. Je l'ai vraiment compris quand j'y suis allé en décembre, la dernière, 2021. Oui, ça c'est terminé. C'est peut-être la dernière fois que je vais le voir d'ailleurs. Il m'a dit, je vais peut-être vendre le site sacré parce que j'ai 70 ans, j'ai mal aux genoux, je ne peux plus l'entretenir. Donc il y a une finitude de ça aussi qui est en train de se faire. Ses fils apparemment ne reprennent pas ça. Donc il y a une finitude et peut-être moi le temps de prendre encore plus ma part. Mais là où je suis, il m'a ramené, non, t'es à Nantes, la ville est magnifique, elle est pleine de verdure. Il m'a même dit, au moment où je pensais à racheter son site, je pense bien, je me suis dit, comment je vais faire pour trouver $1 million pour racheter son site sacré? Comme s'il avait lu dans mes pensées, il m'a parlé de Nantes. Il m'a dit, oh, j'ai visité Nantes, c'est magnifique que tu sois là-bas, c'est une ville merveilleuse, et l'ouest de la France. Voilà, il y a une belle nature aussi là, c'est là que tu as quelque chose à vivre. Il m'a ramené là. C'était juste magnifique en fait. Et donc ça fait ma petite envie de me reposer au Canada comme j'ai eu à un certain moment. Maintenant c'est le temps, c'est là où je suis, c'est plus ailleurs. Voilà, mon centre il est là et je vais transmettre dans le monde de temps en temps aussi avec le projet Silva Kids, mais mon centre est là. Et c'était encore une transmission d'une certaine manière. Arrête d'aller voir toujours ailleurs. Parce que les pièges reviennent après, hein. C'est pas parce qu'on a vécu une quête de vision qu'on est libéré totalement des petites voix qui des fois ne respectent pas le vivant ou qui vont chercher ailleurs, à l'extérieur, son bonheur. Donc c'était juste le début d'une autre vie. Donc c'est ça, cette transmission, c'était que le départ d'un apprentissage qui pouvait s'approfondir et qui va continuer, je pense, jusqu'au bout de ma vie. Donc c'est ça, ce grand respect, cette transmission. Maintenant c'est le temps aussi de reconnaître chez eux la grande valeur de ce qu'ils ont donné. Pour moi, j'ai que envie de les mettre en valeur, de parler d'eux, mais en faisant très attention de ne pas parler pour eux. Je crois qu'il y a une zone de respect aussi de ce qu'ils sont, de parler d'eux, mais pas parler pour eux. Et c'est sur un fil, ça. Des fois, j'ai fait des petites erreurs. Maintenant, je demande toujours. Un de mes bouquins, quand il a été traduit en américain et qui partait, les 12 sagesses des arbres, Régent est cité dedans, quand il partait en anglais et en Amérique. J'ai ressenti le grand besoin de demander à Régent s'il était OK avec ça. Comme je le citais, etc., je cite son site amérindien, etc. Et il m'a dit oui, maintenant c'est bon ce que tu transmets, tu as mon aval. C'était un grand cadeau, j'avais pleuré à ce moment-là. Mais il y a un grand respect encore à avoir. Et c'est pas arrivé chez eux, on a besoin de vous. C'est quelque chose de plus subtil qu'à certains moments je n'ai pas trouvé. Et maintenant j'ai une grande acuité, une grande présence par rapport à ça. Il faut une grande délicatesse, parce qu'il y a encore de la blessure, surtout de la part de personnes qui viennent de l'Occident. Comment exprimer ça? Ma chance, en tout cas ce qui me correspondait, c'était de rencontrer Régent Siwi. Et pas des peuples premiers complètement en Amazonie, en vivant en totale harmonie et déconnectés de l'Occident et de la manière de vivre de l'Occident. Régent Siwi, il a son territoire amérindien, mais il a aussi une maison complètement connectée à l'Occident dans la réserve, Wendake. Donc il est comme un pont lui-même
entre façon de vivre à l'occidental et retour oui, à une façon originelle de vivre. Et moi, c'est ce que je ressens maintenant dans ce qui m'a été transmis, c'est-à-dire de ne pas tout rejeter dans l'Occident, dans notre façon de vivre, et la façon mentale, cette intelligence-là, mais d'accorder ça au vivant, de manière à ce qu'on mette notre intelligence et nos connaissances scientifiques au service du vivant. Pour moi, c'est comme ça que je ressens ce qui m'a été transmis et ce que maintenant j'ai envie de partager. C'est pas je rejette tout de l'Occident, je rejette tout de l'ego ou du mental, c'est j'accorde au vivant. Ce qui fait qu'on ne va pas abuser, mais qu'on garde peut-être ce qu'il y a de bon aussi dans certaines choses scientifiques, dans certaines techniques, etc. Mais au service du vivant. L'informatique, etc. Au service du vivant, ça c'est pas gagné, parce que là on est déconnecté du vivant avec l'informatique, très facilement. Comment on réaccorde, pour moi c'est ça. Quand je suis rentré de chez Régent, c'était 2006, j'avais encore envie de chanter. Je me suis dit, j'ai encore le goût du soliste, etc. Et j'aime le chant. Et d'une certaine manière, c'est le vivant aussi de chanter. Donc c'est ma manière à moi de rencontrer mon grand espace aussi. Bon, j'ai encore envie d'aller dans le système de l'opéra. Et j'y suis retourné, j'ai reconstruit pas à pas, je suis retourné dans les chœurs et c'était à Angers-Nantes Opéra. Comme ça que je me suis retrouvé dans l'Ouest, à Nantes. Donc 2 ans de chœur, je reprends des forces vocales, etc. Et je reconstruis. Et puis à nouveau des petits rôles. Et puis à nouveau, ça se répète, mais d'une autre manière. Je sens que je n'ai pas envie que de ça. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Je refais des premiers rôles, c'est-à-dire que je chante à l'Opéra de Québec. Mais je retourne dans l'Est, sur mes terres d'origine, après la phase de l'Opéra de Nantes. Et c'est là qu'il y a un appel à projet du parc naturel des Ballons des Vosges. Création de balades atypiques. Et là, je me suis dit, mais oui, il faut que je partage absolument se sentir vivant par la connexion avec les arbres, l'ouverture des 5 sens, et par la voix et le chant. Et j'ai vu à ce moment-là le chant d'opéra comme un chant tribal, un chant puissant. On va hurler sur scène de façon jolie, mais on se connecte à quelque chose d'originel comme ça aussi. Pour moi, c'est devenu évident. L'opéra, c'est ça. C'est rare dans la société, sans micro, d'aller oser chercher cette puissance vocale. On ne le fait pas. Encore moins en France, quelque part. Crier comme ça, on se l'autorise rarement. Donc l'opéra, pour moi, c'est nous connecter aussi. Emmener des gens chanter de l'opéra en forêt, c'est se connecter à leur ouverture et leur espace intérieur. Voilà, j'appelle ça rando lyrique. Il y a l'appel à projet. On me paye pour ça en plus. Il y a la mission Voix Alsace qui se greffe là-dessus. Il y a le chant, il y a le parc des Ballons des Vosges. Et voilà, les premières, en 2011, premières rando lyriques sont nées comme ça. Ça fait maintenant plus de 10 ans, 11 ans. Elles grandissent, elles évoluent, je rencontre des enfants. J'accompagne des classes, j'accompagne des enfants et des ados d'IME aussi, Institut médico-éducatif, avec des handicaps plus ou moins lourds, mais des moments exceptionnels d'instant présent, et d'ouverture et de connexion au vivant. Des dirigeants d'entreprise, voilà, ça se décline progressivement. Là, je ne fais plus rien, ça vient à moi. C'est quand on est aligné avec ce qu'on a à vivre dans la vie, c'est fou, hein, ça se recrée, quoi. Et je chante en même temps, en parallèle, de temps en temps, sur les scènes. Bon, je repère ma voix une deuxième fois, 2014. C'est plus grave. Là, il faut que je me fasse opérer. Il y avait encore un truc à regarder aussi dans mon histoire. Non, il y a un truc qui se répète. Donc je me refais le truc. C'est plus grave, là, mais sauf que je ne deviens pas dépressif. Là, je vois le chemin parcouru en me disant et en constatant que, vous voyez, il m'arrive ça. Peut-être même qu'après l'opération, je ne pourrais même plus parler. Il y avait ce danger-là, on ne sait jamais ce qui se passe quand on va enlever un nodule sur les cordes vocales. Peut-être même que je vais avoir une vie maintenant sans pouvoir parler après. Je me souviens que même la veille de l'opération à l'hôpital, à Lyon, je suis allé voir les meilleurs spécialistes pour les chanteurs, l'infirmière m'amène des calmants. Et je lui dis, mais non, j'en veux pas. Mais vous ne prenez pas de calmants avant l'opération? Je lui dis, mais pourquoi? J'étais prêt, j'étais dans un état d'acceptation, dans l'instant, de ce qui allait se passer. Que je retrouve ma voix, que je ne la retrouve pas. Je vivrai l'expérience. Mais vraiment, ce n'était pas juste un processus mental. J'étais dans une paix intérieure. Il m'arrive ça, c'est que qu'est-ce que je vais apprendre de ça? C'est juste, voilà, ça m'a donné le baromètre du chemin parcouru. Et j'ai compris aussi que la vie empêchera pas, quand on s'éveille, quand on grandit dans cette notion d'instant présent, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des défis, des choses à rencontrer, à faire avancer en soi. Mais c'est juste maintenant comment on accueille ça. Et comment, du coup, c'est fluide et ça se fait, voilà.
Et l'opération s'est bien passée, j'ai pu rechanter après. Et continuer à faire vivre les randos lyriques. Et puis revenir à Nantes, après cette phase où j'ai dû rencontrer mes racines et me mettre en paix avec l'histoire maternelle, paternelle. Je reviens à Nantes, la vie me ramène encore une fois là. Et les randos lyriques se posent là, et ça continue à évoluer. Ça continue à évoluer. Je chante encore à l'opéra, et aujourd'hui j'ai eu la chance, même en soliste, là en janvier, juste après cette phase où j'ai revu Régent, d'être invité sur une soirée sur le thème des arbres. Et là j'ai pris mon pied, j'ai rebossé à fond avec un coach vocal, et je retourne en soliste avec cette notion de j'abuse plus du vivant en moi. C'est-à-dire que ma voix, je vais plus serrer un petit peu ma voix pour faire passer les aigus. Et là, je chante avec beaucoup plus de souplesse et de liberté et de respect de moi-même. L'apprentissage, il est passé aussi même par rapport au chant. Là, tout récemment, dans les 6 mois, 1 an. Et du coup, ben voilà, je chante à l'Opéra de Rennes, toujours pour ce spectacle pour Angers Nantes Opéra. Là, dans une semaine, 3 grands airs de ténor que jamais j'aurais osé chanter à l'époque où j'étais en carrière, parce qu'ils sont très difficiles. J'y vais avec je ne suis pas en danger, parce que je me respecte. Et puis les randos lyriques et l'association qui est née maintenant depuis pas très longtemps, depuis 2 ans. On va encore plus loin, s'associer avec un médecin du CHU de Nantes, l'association Sylva Lyrique là maintenant, avec le docteur Chavigny et avec un ancien directeur de l'UNICEF qui était l'homme qui m'a dit « tu as une voix il y a 30 ans à Bujumbura ». On s'est retrouvés à Nantes, comme par hasard. Et tous les 3, on a eu envie de créer Sylva Lyrique et de faire chanter de plein de manières différentes des gens, des personnes atteintes de maladies. Des fois, on a des personnes qui ont des cancers en phase terminale sur les journées Sylvacteur de sa santé, avec le docteur et une psychologue. On a toute une journée complète, là vraiment pour le soin en forêt, et par la voix. Oui, mais c'est magique, on est un peu pionnier en France, il y en a d'autres, hein, mais c'est frémissant en France de s'associer à quelqu'un du monde médical, officiel, de l'intérieur. J'aime bien, encore une fois, faire bouger les choses de l'intérieur avec les grandes institutions. Un médecin du CHU de Nantes, qui est ouvert, particulièrement ouvert. Hein. Le docteur Chavigny, Jean-Marc, on a le même âge, c'est exceptionnel. C'est une vraie rencontre. Et donc c'est ça, faire bouger au niveau institutionnel. Parce que les Japonais, ça fait depuis 40 ans qu'ils ont prouvé scientifiquement que quand on va en forêt, on inhale des substances volatiles, que les arbres s'échangent entre eux, hein, et qui font que chimiquement, on augmente notre immunité, on augmente notre hormone du bien-être, la sérotonine, on augmente l'hormone du sommeil, la mélatonine, on ralentit le rythme cardiaque, c'est anti-stress. Avec Sylva Lyrique, on a des journées avec Fanny, la psychologue, et moi, qu'on appelle Sylva No Stress. Voilà, où on va accompagner juste dans la manière d'accueillir le stress, et pas d'essayer de le rejeter, hein, il raconte quelque chose, de l'accueillir et de le laisser par la fluidité, voilà, se diluer, se déposer. Donc voilà, ça fait partie des journées, des demi-journées, ça, de propositions. Mais donc, chimiquement, voilà, c'est prouvé, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et je peux comprendre. Donc je le raconte quand j'ai des groupes où des personnes ont besoin d'entendre ça. Après, il y a une autre notion que moi j'ai découverte, notamment au moment des quêtes de vision, cette notion d'instant présent. Cette notion de jus de la vie, la joie d'être dans l'instant, où il y a notre potentiel maximum. Les arbres nous racontent ça. Ils ne sont que l'instant présent, les arbres. Mais ils le racontent dans leur matière. Si vous regardez, la question que je pose souvent aux gens en rando lyrique, c'est où se trouve le vivant dans un arbre? Alors, les gens ne savent pas trop où ils savent. Ils me disent à la périphérie, ou au cœur, ou partout, etc. Dans un tronc, hein, et pareil dans les branches et les racines. Et bien, en fait non, le vivant, il est juste dans le cambium, c'est-à-dire le cerne qui pousse chaque année. C'est là où il y a la sève. Le cambium, le cerne de l'année, qui nous raconte que c'est que l'instant présent. Le jus maximum, c'est là où ça pousse dans le cambium. Et ça repose sur le passé qui est mort. Toutes les cernes des années précédentes sont morts. Et voilà l'arbre qui nous raconte. Le jus de la vie, c'est le cambium, en plus cambium, cambiar, changement, impermanence. L'instant présent, impermanent. Mais qui repose sur le passé, qui soutient le tout, mais qui est mort. C'est ce qui explique pourquoi les arbres peuvent être creux. Tant qu'ils ont le cambium de l'année qui est là, vivant dans l'instant, ils peuvent continuer à vivre avec un socle un peu moins évident, mais ils peuvent être pleinement vivants avec un feuillage extraordinaire, grâce à l'instant présent. Et j'aime bien cette notion de
d'éternité quelque part, contenu dans l'arbre et dans l'instant présent. Que l'arbre il est 1 an, comme des petits arbres qui sont en train de se régénérer ici, ou 80 000 ans pour l'arbre le plus vieux au monde et l'être vivant le plus vieux au monde, des peupliers trempes dans l'Utah qui rejettent depuis 80 000 ans, la sève de l'année, elle est la même, c'est la sève jeune chaque année. Il n'y a pas de sève vieille, même si l'arbre il a 80 000 ans. Je trouve ça, c'est une notion extraordinaire ça. L'instant présent, il y a une notion d'éternité représentée par la sève du cambium. Voilà. À l'Occident, on est dans notre tête. On est coupé de ce vibrant de notre matière, en fait. La matière qui vibre dans l'instant. Donc, tout vibre, même les matières en apparence inertes. Et quand on va en forêt, encore une fois, on est avec des êtres de pure présence qui ne vibrent que dans l'instant. Et donc on est boosté. Ils nous invitent en miroir à venir, on ne fonctionne pas comme eux, hein, mais à venir juste nous sentir vibrer comme dans la quête de vision. Et la vie, je commence à le ressentir, je ne suis pas tout le temps en état comme ça, mais peut-être certains, voilà, quand on commence à être dans l'instant présent, on peut être dans cet état-là à tout moment. Pendant que je te parle, pendant que je vous parle, je suis avec ma respiration, je suis avec mes appuis, et je sens comment ils pulsent mes appuis. Je suis avec l'écoute des oiseaux en même temps, et je sens mon battement du cœur. On peut aller très loin dans je suis présent à moi-même tout en étant en interaction avec le monde extérieur. Et ça change complètement la relation qu'on a au monde, avec le monde. On ne se perd plus. Alors qu'en Occident, très vite on se perd, on est happé par l'extérieur, on est happé par les écrans, par un tas d'illusions de l'extérieur. Enfin, illusions ou pas, il n'y a pas que des illusions. Et on se perd, on perd la pulsation du vivant en soi, ce vibrant-là. Encore une fois, ce réaccordage à la vibration, pour moi, il est fondamental, et c'est ce que les peuples premiers nous transmettent. Maintenant, c'est eux les enseignants, c'est eux qui ont Oui, on a vraiment, en toute humilité, à réapprendre ça, parce qu'on a en nous cette vibration-là. Déjà le matin, de se lever, ah, regarde ça. Regarde, salut ma belle. Une curieuse là, elle fait son tournage, tu vois, elle tourne autour, là c'est quoi? Nous, elle avait envie de toucher la terre. Et voilà, ça me met en joie. Ce qui me met en joie, c'est d'être présent à ce qui se passe, quoi que ce soit. Et même d'ailleurs dans les moments difficiles, là on a un super moment d'échange, je sens qu'on vibre de la même manière, c'est des histoires de longueur d'onde. Donc là c'est à savourer dans l'instant quand ça se passe des moments comme ça. Mais même quand il y a des grandes difficultés, il y a 15 jours on a perdu le fondateur de Sylva Lyrique, l'homme qui m'a dit tu as une voix de ténor il y a 30 ans à Bujumbura, est décédé il y a le 30 mars. Là. Donc un moment vraiment dur pour moi, vraiment je perds une sorte de référent. L'homme qui m'a donné l'impulsion de devenir ténor et qui m'a donné ensuite l'impulsion de créer l'association avec lui. Voilà, il vient de partir. Étonnant, 3 ans après nos retrouvailles. Il s'en va. Et c'est comment aussi accueillir ce moment pleinement, avec toutes les émotions qui vont avec, et avec quand même le calme et la sérénité et une sorte de joie d'être à l'intérieur, en parallèle de la tristesse et d'une forme de souffrance et liée au deuil et de la perte de la séparation. Ressentir que l'espace de joie d'être et de calme intérieur, il est inamovible, quels que soient les événements extérieurs ou intérieurs, les émotions qui peuvent apparaître. Je vois que je vis le deuil pas du tout de la même manière avec cet ami-là, un grand ami, qu'avec des amis que j'ai perdus avant, ou même mes parents. Où là, c'était le drame absolu, où j'étais noyé, j'avais envie de mourir aussi, dévasté. Là, je sens la grande douleur et la tristesse de la séparation, mais elle est comme un fleuve en crue qui vient rencontrer un océan complètement en paix. Donc, je la sens, mais ça peut être accueilli dans cet espace-là. Je ne suis pas noyé, je ne suis pas dans la rivière. Et ça, c'est être, en fait, maintenant, jusqu'au bout de ma vie. J'ai une furieuse envie, avec cette conscience de la mort, hein, qui est là en avançant en âge aussi, et que j'avais rencontré en Afrique, et qu'on peut rencontrer quand je vais au Népal, etc., des gens qui sont plus en présence avec la mort. Et bien là, la mort survient, après Pierre, et ça me donne encore plus envie juste de vivre et de partager ce que j'ai à partager. Et voilà, donc ma joie, c'est ça, c'est vivre tout instant, comme celui qu'on vit, avec le chien-loup qui est arrivé, à Nariscoa, avec la petite chenille qui vient. Tout ça, c'est juste incroyable d'être vivant, en fait. Et ça, comment on ne peut pas être joyeux avec ça, même si le monde est dramatique autour par ailleurs.
Oui, et le moment de la rencontre avec des enfants, qui a été magique à mon retour au Burundi en 2019. C'est ça même qui m'a donné l'impulsion de créer Sylva Lyrique en fait. Tout d'un coup, par hasard, dans la forêt, un reliquat de forêt primaire, avec un bout d'arboretum, on rencontre, des enfants nous suivent silencieusement. On se demande, mais c'est qui? C'est Muzungu, c'est blanc. Et ils nous suivent et moi je vais commencer à toucher les arbres, à les sentir, à me poser, à fermer les yeux. Et puis ils font pareil. Et je vois qu'il y a au-delà du verbal, on parle pas. Ils ne parlent pas français et Kirundi, je ne parle pas. Donc c'était juste par les regards et par les sons et par les silences. Et voilà, certains me rejoignent autour d'un arbre, d'autres, etc. Ça se fait comme ça. Et puis je me mets pieds nus, comme eux, comme certains, en disant mais vous avez raison de vous balader pieds nus, c'est génial, nous en Occident, maintenant ça devient, c'est ce que les gens viennent chercher avec moi en forêt. Donc voilà, je me mets pieds nus avec eux, on monte dans un arbre pieds nus, et puis je commence à chanter. Et ça les fait rire au début avec ma voix d'opéra. Ah, ils se demandent ce qui se passe, et puis ils commencent à chanter aussi, et ils écoutent surtout, et puis tout d'un coup ils ont envie d'offrir un chant, puis d'un coup on repart avec du silence. Et puis ils ont envie de danser. C'est juste un échange où on s'offre des choses, de la créativité, par l'art, par la voix, par le mouvement du vivant. Et ça se termine par un moment où on est presque les yeux fermés contre un arbre absolument merveilleux, complètement tortueux, mais vieux. J'ai découvert depuis que c'est un avocatier, un très vieil avocatier. Et c'était un moment de grâce, j'avais qu'envie de pleurer de joie avec ces enfants. C'était juste ça. Et ça m'a donné envie de créer Sylva Lyrique et puis de créer le programme Sylva Kids. Mais je me suis dit, mais il faut que je partage ce chant des enfants, ce mouvement vivant des enfants premiers, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont la joie d'être. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de me dire, on va recueillir, pour les enfants qui le souhaitent bien sûr, le chant des enfants vivant en immersion avec les forêts. Aux quatre coins du monde, et pourquoi pas en France aussi, là où je suis, à Nantes, et au Gavre, etc. Et que ce soit qu'on enregistre ce chant et qu'on le dispose sur une map monde. Et que les gens aient peut-être envie de se rencontrer, qu'il y ait des jumelages et peut-être des solidarités. Je suis retourné là il y a 4 mois, 5 mois au Burundi à nouveau. On a rencontré des enfants pygmées, les Batwa, B-A-T-W-A. Les enfants les plus pauvres que j'ai jamais rencontrés. Et ils nous ont accueillis par des chants dans leur village à côté de la forêt. C'était à nouveau que de la joie de vivre, que de la joie d'être. Et je me suis dit, bon voilà, notre association, on a commencé, ça a sensibilisé quelques donateurs, on a commencé à avoir un petit peu d'argent, on peut envoyer $1000 pour les besoins qu'ils ont exprimés. Ils ont exprimé, on aimerait avoir une vache pour devenir plus autonome et moins exploiter la forêt. Voilà, c'était pas non plus donne-nous de l'argent, etc. Et c'est pas non plus la charité, on reconnaît votre chant a de la valeur et on le reconnaît par, on vous aide si on peut. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de créer. La vache est arrivée la semaine dernière. Ils m'ont envoyé une petite vidéo. Là, c'est aussi, j'ai pleuré en voyant ça. La petite vidéo où ils chantent à côté de la vache qui broutait tranquillement dans leur village. La vache, ils l'ont achetée avec un veau, avec cet argent-là. Donc bientôt, il y aura un petit veau aussi. Et ils l'ont appelé, ça m'a fait pleurer, Mugisha, ce qui veut dire bénédiction. Ça a du sens, voilà, de partager des choses comme ça, de faire vivre des choses comme ça. Donc Sylva Lyrique, voilà, on va peut-être en Martinique à la fin du mois de mai. On va au Népal rencontrer des enfants dans la vallée de l'Everest qui vont planter des arbres au mois de novembre. On va laisser ça s'ouvrir avec les moyens qui vont peut-être grandir au fur et à mesure. Et j'espère qu'on pourra aider et créer des jumelages. Peut-être que des enfants en France, des écoles auront envie de créer des kermesses pour soutenir des enfants qu'ils ont appris à connaître au Burundi ou au Népal ou au Pérou. Il y a aussi une association avec qui on est en lien. Voilà, moi je suis en train de me créer une vie absolument pleine de sens et qui me comble complètement. Avec le chant, avec tout ce que j'ai aimé, avec le vivant du chant et le vivant des forêts. C'est cadeau, c'est merci.
ça c'est incroyable, franchement. L'énergie, l'esprit du loup est là avec moi. Il y a vraiment un Arisquois là, qui parle presque plus que Vincent, là, tu vois. Et ça m'a connecté direct à ça, à ce chien. C'est incroyable, vraiment.